J'écris ceci le vendredi 17 octobre 2025 parce que je n'ai pas bien dormi depuis le week-end dernier. On devait faire quelque chose de simple. 4 amis, un gîte loué au bord de l'Ourthe à La Roche-en-Ardenne, une rando jusqu'au château en ruine et beaucoup de vin pour porter un toast à la remise à zéro d'Élise après une année difficile. On se connaît depuis l'université à Bruxelles. Moi, Élise, Nour et Maude. On s'offre un de ces week-ends 2 fois par an. Le dernier, c'était un truc de spa pluvieux près de Spa où il ne s'est rien passé à part du mauvais karaoké. Le samedi 11 octobre 2025, on est descendu dans la compacte grise que le cousin de Nour nous avait prêtée. Les playlists ronronnant, les collines virant à la couleur de la rouille, tout paraissant exactement normal de cette façon qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le propriétaire avait laissé la clé sous une pierre en forme de cœur, bien sûr. Dedans, mur de pierre brute, une cheminée avec un tas de bois et, sur le manteau, une photo du château avec une légende parlant d'une vieille comtesse qui veille sur la rivière. La dame de l'épicerie du village nous avait dit la même chose quand on a acheté du fromage et une bouteille de poire. Ne vous promenez pas au bord de l'eau après la nuit tombée. La dame n'aime pas la compagnie. Élise a levé les yeux au ciel et a dit que les légendes, c'est juste du tourisme avec des toiles d'araignée. On a ri et on s'est promis des photos qui font peur aux ruines avant la tombée du jour. En montant, la rivière avait l'air d'ardoise mouillée. Nour a dit que la ville ressemblait à une carte postale d'octobre, avec de la vapeur qui montait des tasses de café. À mi-chemin du petit pont de bois, nos téléphones ont tous perdu l'heure l'espace d'un clin d'œil. Mon écran de verrouillage a vacillé de 16h32 à 16h26, puis de nouveau. Et on a entendu quelque chose de fin, de clochettant, comme si l'air avait un verre dedans. Maude a dit que c'était les cordages du drapeau qui tapaient contre un mât sur la colline. Quand on a atteint l'autre rive, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai cru voir une silhouette pâle, debout dans les saules de l'autre berge, comme on voit des gens dans la vapeur et qu'on ne les retrouve plus ensuite. En haut, le château était une dentelle de pierre et de vieux vent. Une plaque racontait une histoire que je n'ai lue qu'à moitié, à propos d'une femme qui a attendu et attendu un homme qui n'est jamais revenu de la rivière. Peut-être que je mélange maintenant. Élise a posé comme une duchesse tragique, une main au front, et Nour a fait le truc avec le soleil derrière elle. Maude a pris une photo panoramique de nous 4, mais quand on l'a regardée, nos corps étaient flous d'une façon qui m'a glacé l'estomac. Ce n'était pas un flou de mouvement, c'était comme si les bords de nos visages avaient été trempés dans de l'eau courante. On a plaisanté en disant qu'on posterait week-end de filles hantées et on a continué à marcher le long des remparts tandis que la lumière virait au cuivre. En redescendant, une vieille dame avec un chien blanc nous a dit de faire attention près de l'eau parce qu'elle marche ce soir. Ce qu'on a à moitié compris comme une histoire de « elle marche cette nuit ». Élise a dit, dans son français châtié, que la seule chose qui marchait, c'était notre faim. Et la vieille n'a pas souri. Quand on a atteint à nouveau le pont, les lampes avaient clignoté et s'étaient allumées. Et la rivière semblait plus bruyante. J'ai touché la rambarde du pont du bout des doigts et je les ai retirés. C'était glissant et d'une manière ou d'une autre, tiède, comme si une main venait juste d'être là. On a dîné tard, on a bu de l'eau-de-vie de poire et on a débattu pour savoir si le fantôme de ces histoires est censé être en colère ou simplement triste. Nour a dit « Quelle différence si tu es morte et mouillée tout le temps ?» À 22h11, notre groupe WhatsApp a fait un ping avec un message disant « Où est la rivière ? Je ne trouve pas la rivière. » Il venait d'Élise, son nom et sa photo de profil, alors qu'Élise était assise en tailleur à 2 mètres de moi. Elle m'a montré son écran, aucun message envoyé. Maude a dit que c'était un bug et a versé plus d'eau-de-vie. Je voulais répondre avec une blague et je me suis aperçue, sans bonne raison, que je n'arrivais pas à taper. Un peu après minuit, quelque chose a trotté au plafond au-dessus de l'âtre. Des pas légers, comme si un enfant ou quelqu'un pieds nus faisait les 100 pas. Nour a dit des écureuils. Puis quelque chose a raclé comme un tissu mouillé. Aucune de nous n'avait envie de mentionner les traces de pas près de la porte, dont nous étions certaines qu'elles n'étaient pas là plus tôt. 2 séries, petites,
comme l'empreinte de bas trempés. On est monté au grenier parce que, quand on est ensemble et idiote, les femmes vont vers le bruit. Sous la lucarne se trouvait un coffre en cèdre. Dedans, un pan de voile jauni jusqu'à la crème, une broche en forme de tête de sanglier et un gant de dentelle raide comme du papier. Tout sentait comme un tiroir qui aurait été plein de pluie pendant un siècle. On est redescendu et on a fait semblant de regarder une vieille comédie belge pendant que le feu se consumait jusqu'à ne faire que de la fumée et que la pièce devenait plus froide que la nuit dehors. Un autre WhatsApp est arrivé à 0047. « Laisse-moi entrer », d'Élise encore, depuis son compte, alors qu'elle s'endormait contre mon épaule. Je ne voulais pas la réveiller parce que l'épuisement qui émanait d'elle était un climat à part. À 0259, Maud a dit « Les filles ». J'ai tenu mon téléphone comme un oiseau mort. Elle faisait défiler nos photos pour trouver quelque chose à DM à sa sœur et s'est arrêtée sur le selfie du château qu'on avait pris au coucher du soleil. Nous y étions 5. La 5e portait une longue robe blanche et un voile. Et là où son visage aurait dû être, les pixels s'étaient liquéfiés. À 0311, les coups sont revenus, non pas d'en haut, mais de la porte arrière. 4 petits tapotements comme une demande. Élise s'est levée en dormant, a marché jusqu'à la poignée et a chuchoté. « Il est à l'eau ». Nous l'avons saisie par les poignets. Elle nous a résisté 1 seconde, puis s'est affaissée, les yeux ouverts et bleutale de peur. La porte ne tremblait pas. C'était courtois. J'ai regardé à travers le rideau et j'ai vu une femme dans le jardin, tournée vers la rivière, comme les fleurs se tournent vers le soleil. Quand elle a tourné la tête, là où aurait dû se trouver un visage, il y avait une surface en mouvement, noir-argent, comme l'ourte glissant entre les rochers. Nora composait le 112. Le téléphone indiquait aucun service alors que 3 barres luisaient. On s'est dit que si on atteignait la voiture, on pourrait la laisser là, comme une mauvaise idée qu'on distance. Élise n'arrêtait pas d'essayer de regarder vers le jardin. « Elle croit qu'on l'a pris », a-t-elle dit d'une petite voix. « Où que nous sommes, lui ?» Nour avait les clés, ou croyait les avoir. Elle les avait posées dans un bol en céramique sur le bahut. Le bol était vide. On a vérifié chaque poche, chaque sac, sous les couvertures, sous les coussins, sous le coffre en cèdre. Quand on a fini par ouvrir la porte, l'odeur du jardin est entrée, eau claire et feuilles anciennes, et la robe blanche se tenait à la haie, les mains jointes comme une sainte. La voiture reposait sous le sol lampadaire comme une chose exposée. Sur le siège passager gisait la broche tête de sanglier du grenier, perlée d'eau comme si on l'avait repêchée de la rivière et déposée là par une main soigneuse. La voiture était verrouillée. Les boîtiers de clés ne répondaient pas, même quand Nour a appuyé si fort que son pouce est devenu blanc. Élise a embué la vitre et a écrit « B-E-R-T-H-E » d'une ligne tremblante. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle a écrit ça. J'ai lâché « Arrête !» Elle m'a regardé comme un enfant surpris en train de réciter une comptine interdite. On a pris la route haute, loin de la lèvre de l'eau. La robe blanche ne nous a pas suivis à travers l'herbe. Elle marchait en direction de la rivière, comme si elle y était attachée. La route était un collier de flaques, dont chacune se tenait le reflet d'une femme, pas toujours au même endroit. Parfois, elle était plus proche dans le reflet que la distance réelle ne l'expliquait. J'ai essayé d'éviter chaque miroir. L'air avait un goût de pièces froides. « Ne regarde pas en bas », a dit Maud, et bien sûr, j'ai regardé. Dans une flaque à peine 15 cm de large, un visage d'eau en mouvement s'est tourné comme un animal se tourne quand on dit son nom. On a visé la passerelle parce que c'était le chemin le plus court vers la partie éclairée de la ville. La silhouette s'est arrêtée à l'extrémité proche et s'est tenue la tête penchée comme si elle écoutait le courant. À mi-parcours, Élise a ralenti. « Il a appelé mon nom !» a-t-elle dit, et s'est penchée vers la rambarde. Nour lui a tenu la taille. J'ai dit « Élise » à voix haute et j'ai senti le mot frapper le brouillard et me revenir humide.
De l'autre côté, une lumière brillait dans la cuisine d'une boulangerie. Une femme dedans, une 50aine d'années peut-être, nous a vus et est venue à la porte, de la farine sur le tablier, l'expression changeant quand elle a vu nos visages. Elle nous a fait entrer, a verrouillé la porte et a servi un thé qui avait goût de vie. Sans poser de questions, elle a tracé une ligne de sel sur le seuil et a dit « On ne répond pas à l'eau quand elle parle. C'est la chose la plus ancienne et elle ne sait que désirer. » On a essayé d'expliquer les messages, la broche et la femme. La boulangère a hoché la tête une fois et a dit que des gens montent encore aux ruines les mauvaises nuits et reviennent avec la rivière dans les yeux. Parfois, elle suit, a-t-elle dit. Parfois, elle se contente de se souvenir de vous. On a attendu sur le carrelage chaud jusqu'à ce que le ciel passe du noir à l'éteint. Au matin, la rivière sonnait de nouveau ordinaire, comme une longue expiration. Le jardin du gîte était vide, l'herbe aplatie là où nous nous étions tenus. On a fait les bagages à la hâte, sans parler, parce qu'on peut abîmer une histoire en la nommant trop vite. Le téléphone de Nour a fait un ping joyeux. Le réseau est revenu, une douzaine d'appels manqués de sa mère au sujet d'un entretien d'embauche. Élise a pris une douche lente et est redescendue avec une serviette dans les cheveux, les yeux rouges comme si elle avait nagé. « J'ai peut-être trop bu », a-t-elle dit, ce qui était sa manière de se pardonner pour ce que c'était, à la porte. On a regagné Bruxelles, radio éteinte, parce que tout à la radio aurait sonné comme quelqu'un qui ment. Sur la console centrale reposait la broche tête de sanglier, sèche comme une pièce de musée. Nour a juré qu'elle ne l'avait pas prise. Elle l'avait laissée dans le coffre au grenier. On l'a surveillée pendant tout le trajet, comme si elle pouvait rouler toute seule. À 1h, j'ai ouvert Maps pour vérifier la chronologie de nos photos. Le selfie au château avait perdu la 5e silhouette. Nous n'étions plus que nous 4, les cheveux pris par le vent, ridicules et vivantes. J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression qu'une main s'était levée de ma bouche et que je pouvais entendre ma propre respiration. Hier, jeudi 16 octobre, j'étais seule chez moi après le travail. J'ai fini par laisser mon téléphone faire un de ces albums automatiques dont il me rabâche l'existence. Il avait reconnu une nouvelle personne et proposé un nom que je n'avais pas tapé. Berthe. La pastille de visage était un ovale vide qui, quand j'ai appuyé dessus, a frissonné comme l'air au-dessus d'une bouilloire. Je ne connais pas assez les légendes locales pour vous donner le bon nom, mais c'est celui de la plaque, je crois. C'est celui qu'Élise a écrit d'un souffle sur la vitre de la voiture. J'ai éteint l'écran et j'ai constaté que mon robinet de cuisine chuitait un mince filet d'eau alors que la manette était fermée à fond. Sur la table se trouvaient 2 choses que je n'y avais pas laissées. La broche tête de sanglier et un morceau de dentelle pliée, raide d'une vieille humidité. Je me suis réveillée à 03:11 ce matin, dans le silence précis que je reconnais désormais. Mon téléphone s'est allumé tout seul. Puis les messages d'un numéro non enregistré. Où est la rivière? Je ne trouve pas la rivière. Je suis allée à la porte parce que bien sûr que je l'ai fait. Parce que les parties de nous qui ont peur et celles qui sont curieuses partagent la même colonne vertébrale. Sur le carrelage du palier, devant mon appartement, il y avait une seule empreinte mouillée, petite, comme si quelqu'un portant des bas avait posé le pied avec soin et avait poursuivi. l'iPrate était tourné à l'opposé de ma porte, vers la cage d'escalier. À la lumière de l'applique, les vieilles taches d'eau ressemblaient à un voile. Si vous lisez ceci et que vous prévoyez un week-end dans les Ardennes, allez-y. C'est magnifique. La boulangère vous sauvera la vie avec un thé qui n'a pas de recette. Ne prononcez simplement pas votre nom près de l'eau après la nuit tombée. Et si quelque chose tape comme des jointures sur du bois mouillé, laissez ça taper et partez. Peut-être qu'elle est une mémoire du chagrin qui continue de marcher, plus ancienne que les cartes, plus ancienne que les histoires. Peut-être qu'elle est exactement la personne dont parle la plaque. Tout ce que je sais, c'est que lorsque la rivière est bruyante et que les lampes hoquettent,
L'air prendra la forme de quelqu'un et demandera de l'aide avec votre propre voix. Et vous voudrez aider. Et l'aide que vous pouvez donner, c'est seulement de continuer à marcher jusqu'à être quelque part où l'eau ne peut pas répondre.